Bienvenue sur Massiwaka TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Idriss Mohamed Chamfi. Donc, une petite présentation rapide de Idriss Mohamed Chamfi. Vous êtes né à Mitsamehouli en 1948. Ça ne nous rajeunit pas. Vous avez grandi et étudié à Mitsamehouli, en Grande Comore. Après votre bac C, vous avez passé à Madagascar, parce qu'il n'y en avait pas en Comore, tout simplement. En 1970, vous êtes arrivé en France, à Toulon, Nice, puis Paris, où vous faites vos études de mathématiques et d'informatique. Après cela, vous décidez de rentrer parce que, dites-vous, il fallait... Votre destin était aux Comores. Vous décidez de rentrer. Vous êtes rejoint par la suite, en 1984, par votre femme et vos 2 enfants, c'est bien ça? 3 enfants. Machallah. Après quoi, vous montez une société, c'est la première aux Comores, une Comore informatique. Pour parler de politique, vous avez débuté avec la SEC, ici en France, l'engagement. Vous dites être attiré au départ par les idées de libération des peuples anciennement colonisés et par les idées d'indépendance. Vous lisez Frantz Fanon et d'autres. Vous êtes aujourd'hui dirigeant du comité mahorais, que vous fondez après votre expérience au sein du Front démocratique. Et le Front démocratique est un parti où vous accédez et vous dites on ne voulait pas de vous au départ. Vous ne voulez pas de vous. Pourquoi vous dites ça? Alors, je ne sais pas, le raccourci est un peu trop rapide, ce qui fait que les présentations ne sont pas complètement fidèles. Donc, après la SEC, oui. Nous avons fondé le Front démocratique et j'étais parmi les fondateurs du Front démocratique. C'est plusieurs péripéties, c'est-à-dire après être installé dans le pays, après avoir vécu les événements de mars 1985, les divergences sont apparues sur la manière de conduire la vie de la société. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des divergences et donc un combat au sein de la au sein du Front démocratique. En fait, dans le livre, je n'insiste pas sur ce qui allait bien. Je parle plutôt des choses qui n'allaient pas bien. Parce que c'est ça qui permet d'apprendre. L'expérience qui est dans les affrontements. Bien sûr, lorsqu'on était d'accord sur tout, bon, c'est pas la peine d'insister sur les points d'accord. Mais c'est insister sur les points d'accord. C'est pour ça que vous parlez beaucoup de qu'on ne voulait pas dire, mais ça c'est tout à fait. Je suis obligé d'aller vite, je raccourcis effectivement. Nous avons autour de ce plateau Monsieur Sedalaoui. Vous êtes l'ancien président de Club Mouézi. Aujourd'hui, vous nous éclairez peut-être sur votre positionnement et ce que vous faites aujourd'hui. Monsieur Kamaldine Ben Ali, vous êtes membre de la gauche révolutionnaire. Nous sommes avec Madame Tafrija Sambaouna, donc du Rezacom, pardon, et Monsieur Dounarif Ali Moundir, qui est président du FCCL. Vous êtes également membre vous l'êtes encore membre du FD. Donc nous allons discuter des thèmes plutôt survolés, parce qu'on va aller vite, les sujets de votre livre, Idriss, et donc le plateau interviendra, et d'ailleurs nous avons ici beaucoup de membres qui ont fait partie de la SEC et qui connaissent bien ces mouvements révolutionnaires. Donc la première des choses, Idriss, si vous voulez bien, ce sera de parler du comité mahorais et de parler de la question de Mayotte. La question de Mayotte aujourd'hui, on ne va pas faire l'historique, on va plutôt s'intéresser à l'actualité et voir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes avec un discours de la France et la diplomatie française qui est la porte fermée aujourd'hui, avec
comment dire, peut-être une piste, d'autres y voient une piste du GTHN, groupe de travail de haut niveau. Est-ce que vous y croyez à une solution par ces instances-là et en quoi vous divergez avec la position ou plutôt la vision actuelle du chef de l'État qui prône le dialogue avec les morts? Moi, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, ou ce qui m'intéresse le plus là, c'est les Comoriens et la question de la vie. Parce qu'il y a beaucoup de points de vue qui s'expriment, et on le comprend bien. Il y a beaucoup de passion dans la manière d'examiner. Et je pense que si on parvenait à apaiser un peu les esprits et à aborder cette question posément, nous gagnerions beaucoup. Et c'est la condition. Et pour ça, moi j'aimerais insister sur quelques points. Voilà que dire. La première, c'est que il faut qu'on comprenne ou qu'on s'efforce de ne pas se laisser tromper par toutes les manœuvres de la France autour de la question, qui veulent montrer que ça, ce sont les Comoriens qui se divisent, c'est le déplacement de la capitale, quand on approfondit ces questions-là, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Si je prends le déplacement de la capitale vers Moroni, il y a Damien Benani qui a étudié la question, qui a montré tout le processus, parce qu'il n'y a plus un processus d'installation progressive des différentes administrations jusqu'à sa et qui a montré qu'en réalité c'est les Français qui l'ont fait. Et d'ailleurs aujourd'hui la capitale n'est pas Djibouti de Malte, mais c'est Tsabel, parce que l'îlot est trop étroit pour abriter la capitale. Donc je veux dire qu'il faut qu'on arrive à surmonter toutes ces tractations qui veulent nous amener à confondre les choses, à prendre le récit pour de l'envers et à ne pas comprendre. Et bien comprendre que la France est dans. Deuxièmement, excuse-moi parce que je veux que. Deuxièmement, il faut qu'on comprenne que tant qu'on n'aura pas trouvé une façon de faire, la France fera tout pour que les troisièmes ne se fassent et que Mayotte apparaisse comme une île dorée. Voilà la deuxième chose. La troisième chose, c'est que même si la situation est meilleure à Mayotte que dans les autres villes, mais cette situation n'est pas si confiable que cela. Parce que le taux de chômage à Mayotte est extrême. Parce que les pratiques de la France à Mayotte ne sont pas les mêmes qu'en France. Parce que la misère est là-bas. Et on a vu les jours de guerre sur les conditions de vie. Parce qu'on voit les Maoris qui émigrent vers la Réunion où ils connaissent des conditions de vie extrêmes. Donc, je voudrais que l'on comprenne bien qu'en fait, l'intérêt des quatre villes c'est de s'unir pour chercher les moyens. Et aujourd'hui, je vous interromps, je suis désolé, pour des questions précises comme la suppression de ce groupe de travail qui ne produit rien aujourd'hui et d'autres vont défendre en disant c'est peut-être une issue où on pourra peut-être convaincre ou c'est peut-être une voie possible et la seule d'ailleurs qui reste pour une issue diplomatique. Aujourd'hui, vous prenez une diplomatie ferme où la France a dit, par rapport à son président, que les Comores n'avaient pas le droit de revendiquer Mayotte et qu'elle fermait la porte à toute négociation. Parler de négociation, de diplomatie, etc., c'est des histoires. Donc le Haut Conseil paritaire, qui a été mis après la signature de la déclaration de Paris, d'amitié entre la France et les Comores, n'a pas lieu d'être, puisque la France a dit qu'il n'y a pas de négociation. Donc aujourd'hui, la question est comment amener la France sur la table des négociations. Donc, quelles sont les pressions à faire sur la France pour qu'elle revienne sur la table? Voilà la question. La question n'est pas de négocier. Pour négocier, il faut être resté. La France a dit qu'il ne veut pas négocier. On négocie avec nous. Aujourd'hui, il faut amener la France sur la table des négociations par des pressions. Il ne faut pas qu'on continue à dire que la France est notre ami. Elle n'est pas notre ami. Il faut qu'on comprenne que la France fera tout pour que les troisièmes ne se développent pas. Parce que c'est là où est son intérêt.
Si les trois îles se développent, Mayotte ne restera pas française. Il faut qu'on comprenne ça. C'est une position bien tranchée. Qu'est-ce que votre opinion, M. Kamaledine Ben Ali? Merci d'abord à Massiwa pour cette discussion. Je vais vous donner ma position. Tout d'abord, c'est de dire que nous sommes partisans du patriotisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un patriotisme qui se dissocie de ce qu'on appelle le nationalisme. Le nationalisme, c'est des courants politiques où on peut retrouver, y compris les néocolonialistes comme Zima, qui, à longueur de journée, parlent de Mayotte, sauf que dans la pratique, ils font tout pour séparer les trois îles de deux. Donc nous sommes pour un patriotisme global, en ce sens que ce patriotisme-là, j'utilise l'appel de nouveau patriotisme, je pense que ça revient quand même, c'est de bâtir un vrai projet. Un vrai projet qui englobe à la fois Mayotte et les trois îles. Pourquoi? Parce que nous sommes de ceux qui pensent que Mayotte est le nœud du problème commun. Donc résoudre cette question-là revient à s'intéresser aussi à la vie sociale de nos compatriotes Mayotte, à la vie politique. Compatriotes Mayotte, vous venez de le dire Idriss, nous intéresser aux luttes que nous mettons sur place, à aider ceux qui se battent pour que le pays reste uni. Ça veut dire que nous devons avoir une vision globale, une vision des peuples, d'un pays, non pas une vision. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait convaincre la population, les femmes et hommes comme moi, qu'aujourd'hui le courant néocolonialiste est dominant. Ce courant-là est arrivé pendant les 15 dernières années à imposer ses mots, à faire croire aux gens que signer des papiers avec l'Élysée, par exemple, mettre en place des structures bidons, ça nous amène à résoudre cette question-là qui est une question à la fois une question humaine et une question de la vie tout court. On est en train de toucher les gens. Moi, je pense aujourd'hui que le véritable combat des patriotes doit dire clairement qui sont les personnes qui ont vu la descente aux enfers dans notre pays, et ceux qui sont des gens qui aujourd'hui se battent pour qu'on s'en sorte. Et jamais on pourra dire qu'un homme politique véritable qui lui donne le développement du pays est un vrai homme politique qui pense à l'intérêt général s'il n'implique pas Mayotte dans son projet. C'est pour cela, moi, je finirai à ce point-là, c'est pour cela que je pense que le rassemblement de tous les progressistes, de tous les patriotes, comme vient de le dire Saïd Amin tout à l'heure en intervenant en conférence, comme le dit souvent donc Idriss, est très très important parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes minoritaires dans le pays. L'idéologie dominante est arrivée à faire croire aux gens que tout ce que nous disons, nous nous trompons. Que ce sont eux, les grands intellectuels, y compris qui proposent la paix, les grandes solutions pour la nation. Donc je laisse cette habitude. C'est justement, toujours sur cette question, faut-il continuer? Alors c'est très clair, hein, les personnes se positionnent très clairement. Le groupe de travail de haut niveau, comment dire, dans sa version première et dans sa version bis, aujourd'hui ne produisent rien de bon. Est-ce qu'il faut continuer dans ça ou alors il faut, comme le préconise Idriss, travailler avec des lobbies sur le plan international pour peser de tout son poids, même si nous sommes petits, mais on a peut-être des amis qui peuvent nous aider. Merci beaucoup. Déjà, je remercie Idriss Dalker d'avoir rappelé l'historique de Mayotte, du déplacement de la capitale, parce que vous avez vu ce qui a causé comme problème dernièrement conjoncturel au niveau politique avec le directeur de cabinet, Madame Alimolero. Là, c'est très intéressant parce que nous a fait croire que c'était Saïd Mohamed Cheikh qui avait fait déplacer la capitale de Mayotte à Moroni. Cela dit, moi je pense que le groupe GTHN ou comité paritaire, c'est un gros machin chouette qui ne sert à rien. Très sincèrement, j'aurais aimé que le gouvernement comorien prenne déjà l'initiative de se retirer de ce groupe-là et laisser ça à l'ambassade de France et l'Élysée. Parce que ça ne nous servira à rien. Et puis,
comme l'a dit Idriss, plutôt nous appuyer sur du lobby. Et il a parlé tout à l'heure de la pression internationale, mais aussi je parle aussi de la pression de la diaspora. Si la diaspora aujourd'hui pourrait se réunir pour dire que toute personne, il y aura des élections en 2017, ou les élections qui vont suivre, que la diaspora prenne des positions plutôt je vais dire qu'on ne peut pas détourner, parce que je pense que c'est là aussi ça a son sens. Et je reviendrai aussi sur une chose, c'est que, bon, là, le ministère des Affaires étrangères est en train de monter justement ce comité-là. Je pense qu'il aura son impact pour qu'on puisse faire à la fois pression ici et à la fois pression là-bas. Très bien. Juste, Mme Tafridja, on fermera cette question avec vos deux interventions de l'ARIF et Tafridja. Faut-il aller au TPI, porter plainte au tribunal pénal international, comme ça a été dit dans la conférence? Oui, moi je suis d'accord. En fait, il n'y a pas de négociation. Je viens de le dire, moi, je suis plus la question que moi. Je viens de le dire que la France a dit qu'il n'y a pas de négociation. Donc il faut amener la France à la négociation. Et pour l'amener à la négociation, maintenant c'est une question de rapport de force. Tant qu'il y a un gouvernement qui ne fait rien, ou un cabinet présidentiel qui est acquis à sa cause, la France a vraiment l'intérêt de venir en négociation. Donc je crois que le sujet, c'est un sujet important qui nous revient à nous tous. Nous devons tous nous approprier de ça. Donc, cette idée a été mise un jour que l'on devrait poser une plainte à la Cour internationale de l'AE contre Edouard Balladur, ne serait-ce qu'à cause du visa qui est devenu, qui a fait que le Mayotte et Anjou sont devenus une cimetière de la population. Il y a cet aspect-là. Et quand même, je vois une autre préoccupation, parce qu'en effet, on vient de le dire Kamaldine, on en est arrivé à un stade où on dirait qu'on est minoritaire. Ce que dit Saïd Ibrahim à propos de Saïd Alaoui, à propos de la mobilisation de la diaspora, on devrait savoir à quoi pense cette diaspora. Parce que cette diaspora, je ne sais pas si vraiment elle n'est pas dans cette majorité chinoise. Votre position de l'ARIF par rapport à cette question? Bon, je ne vais pas être long parce que la plupart des arguments ont été avancés. Mais moi, je reviens sur un point que Sylvie avait posé et que je pense que nous autres Comoriens, nous ne l'avons pas utilisé et qu'il va falloir voir dans quel contexte on peut le faire. Car de toute façon, ce n'est pas l'État comorien qui le fera. Mais c'est quelque chose qui peut passer au-delà de l'État comorien. À savoir utiliser l'article sur le déplacement des populations dans un même pays. Ça veut dire que normalement, on n'a pas le droit de pouvoir faire le déplacement de population d'un pays à l'autre. En parlant des expulsions des Comoriens qui se font expulser de Mahorais. Et que, d'une part, mais d'autre part aussi, intégrer dedans les morts. Et c'est là, je pense que c'est au jour d'aujourd'hui, la Cour pénale, il n'y a que l'État qui peut intervenir. Et ça, il ne faut pas se faire division, on ne pourra pas. Ça, il ne faut pas se faire division, nous, on ne peut pas y aller. Par contre, cet aspect-là, qui, elle, est individuel, ça veut dire que porter plainte sur le déplacement des gens d'un pays à l'autre, parce que les Nations Unies ont reconnu Mayotte comme étant une entité comorienne. Et aucun État, aucun gouvernement, aucun machin n'a le droit de transférer des populations comme ça, d'une zone à une autre, sans raison, sans valable. Et je pense que c'est un des aspects sur lesquels je pense un de ces jours faudra que. Donc, Fahmi Saïd, qui était on se rappelle de cet événement-là, avait arrêté les refoulés de Mayotte justement en juin, on avait raison. Oui, je voudrais intervenir dessus.
vous savez, nous, on n'a jamais fait le comité Maoré, on n'a jamais été partisan d'aller à la TPI, devant la TPI. Parce que nous, on a peur qu'ils aillent décider que Mayotte n'est pas comorienne, parce que vous savez, les juges, c'est toujours des questions, je ne sais pas très bien comment la loi est dite. Par contre, la Cour pénale internationale, oui. Et même nous avons étudié cette question, y compris avec Fahmy lorsqu'il était ministre, parce que la loi internationale dit que tout déplacement de population au sein d'un même pays est un crime contre l'humanité. Et la France le fait. Et la France fournit les preuves, puisque c'est elle qui dit qu'elle a expulsé 23 000 personnes de Mayotte vers Anjou. Donc, elle donne la preuve de son crime. Maintenant, pour que la Cour pénale internationale s'exprime, il y a trois possibilités. Soit c'est le Conseil de sécurité qui le saisit, soit c'est un pays qui le saisit, soit la Cour s'auto-saisit. Donc nous avions engagé un travail pour que la Cour s'auto-saisisse, mais il faut beaucoup de moyens, parce qu'il faut des grands avocats, etc. Donc en fait, on n'a pas avancé, donc la question reste en suspens. Mais moi, ce que j'aimerais, sur lequel on insiste, c'est que nous sommes à Lyon. Donc, dans l'immigration, or, on sait que c'est là où moi je pense qu'il faudrait vraiment penser à quel rôle de l'immigration comorienne. Je parle bien d'immigration comorienne pour bien faire montrer que quand on parle de diaspora, c'est comme si c'était un pays. Donc, vous êtes des émigrés comoriens. D'accord? Donc c'est l'immigration. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle pense? Et en même temps, il faut que cette immigration comprenne que vous avez des droits. Les Français ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur nous parce qu'on se bat pour l'indépendance, on se bat pour l'unité. Ils ne peuvent pas faire comme à Mayotte. À Mayotte, ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. Parce que là-bas, c'est leur loi et personne ne sait. Ici, non. Donc l'immigration a des droits. Donc elle n'est pas obligée de subir, ni d'accepter, ni de supporter la politique française. Et je pense que le nombre d'élus qu'il y a, le nombre de voix qu'il y a, est beaucoup plus important que le nombre de voix à Mayotte. Il ne faut pas oublier que le visa Balladur, c'est l'espérance de Balladur d'avoir les voix maoraises. Et ça a fait ça. Donc s'il y avait un vrai enjeu électoral pour les gens ici, ça coûterait. Maintenant, je crois qu'elle avait souligné une question importante en disant que dans l'immigration, beaucoup de gens pensent qu'il vaut mieux laisser Mayotte parce qu'elle est devenue même un lieu d'immigration. D'accord? Il y a même des gens qui parlent de la diaspora à Mayotte. Je pense qu'il faut qu'on démolisse ces gens d'argument. En particulier en montrant réellement quelle est la vie à Mayotte. Je sais, Idriss Mohamed, que cette question, c'est toute votre vie, hein. Donc on pourrait en parler. Mais nous avons aussi d'autres questions à vous poser, puisque vous ne vous arrêtez pas à cette question, même si elle est centrale. Hein. On sait qu'elle est, comment dire, au cœur du problème.